le Tourning. C'est pas Tourning bâton. Tiens, je vais aller là-bas là. Je vais me poser sur le truc, la porte tranquille. Chalutier, il n'y a personne dedans. Ah, les gens là. Par contre, c'est ce que je m'inquiète, c'est le soleil. Je vais regarder là. Sinon, je reste ici. Là. Ici, je suis bien. Bon, quoi que là, il y a l'ombre. Je peux même me mettre ici. Hop là. Hop. Ah, ici, c'est posé aussi. On n'est pas emmerdé. C'est bien. On va pouvoir tranquillement. Pas perdre le téléphone dans l'eau. Faire attention, des fois les mains ils glissent. En fait, quand tu es à côté d'un danger, le danger il se multiplie. Avec le stress, bon, ça va, mais quand tu as conscience, ça va. T'as pas conscience. En fait, quand t'as pas conscience, t'as quand même conscience. Hein. C'est pour ça que t'as le stress. Tu sais pas pourquoi. Bon, je remets l'autre. Tout à l'heure, j'ai été avec la crime, après Mister You. Non, à la crime, après Tariq Ramadan. Après Mister You, là, je reviens sur Tariq Ramadan. Et puis, la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas du tout la même que si je parlais d'un autre sujet. Dernier élément qui a apporté avec cette émission-là, c'est que je me suis rendu compte que le public musulman, en entendant cette émission, a retenu, lui, la caractéristique strictement morale, et tout de suite après cette émission, il y a eu pratiquement un blackout sur même l'accès au livre, c'est-à-dire que la FNAC a refusé de le distribuer, Relais a refusé de le distribuer, on pouvait avoir le livre que sur les réseaux sociaux, et donc dans un pays de la liberté d'expression, on a fait 2 émissions dans les jours qui ont suivi. Devait-on donner la parole à Tariq Ramadan? C'est-à-dire, on reçoit les plaignantes sur tous les plateaux, et moi, on me pose la question de savoir si on peut me... Donc, il y a eu, de ce point de vue, la gestion de la sortie de mon livre en inversant le coup de com' pour museler ma pensée encore, et puis de faire en sorte qu'on ne parle pas du contenu du livre, qui était finalement parler de l'affaire, mais qu'on parle de la personne et de la moralité. Et avec le recul, tu l'aurais fait encore, cette émission ? Je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. Je pense que peut-être il aurait mieux valu que simplement le livre sorte et qu'il parle de lui-même. Mais à un moment donné, c'est vrai aussi qu'il fallait que quelque chose soit dit, c'est-à-dire que j'avais jamais parlé. J'ai jamais parlé. Moi, depuis le 17 octobre 2017 jusqu'au 6 septembre 2019, c'est-à-dire pendant les 2 ans, et entre-temps il y a eu la prison, j'ai rien dit. Alors qu'elles se sont répandues sur tous les plateaux de télévision. J'ai rien dit, je revenais là et je le disais avec un livre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné l'interview de l'affaire et ils ont fait l'impasse sur le livre en faisant en sorte que le livre ne se trouve nulle part, qu'on passe par Amazon pour l'avoir, etc. Donc est-ce que je l'aurais refait? Pas de cette façon-là. Bon, je pense que le livre, il est important. Je pense que le livre restera au-delà même et qu'il retrouvera une autre vie. C'est-à-dire que j'ai eu des livres comme ceux-ci qui, dans leur première vie, sont morts et dans une seconde vie, ont ressuscité. Et tout à l'heure, quand je te parlais de traquenard, c'est dans le sens où il a malheureusement visé juste. Parce que ça a divisé, tous tes sympathisants. Il y en a qui se sont dit, ah mais voilà, Tariq n'arrive même pas à se défendre, donc forcément il a quelque chose à se reprocher, etc. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je te parlais de traquenard. Tu trouves que ce terme, toi, est un peu trop fort? Non, il n'illustre pas la situation. Je pense que c'est pas le terme que j'aurais utilisé parce qu'en fait, j'avais fait la demande. C'est moi qui ai appelé Bourdin, je lui ai dit j'ai mon livre qui sort, est-ce que vous m'avez appelé pendant 4 fois, je ne suis pas venu, là maintenant j'accepte de venir. Et il m'a rappelé 5 jours plus tard, on m'a dit c'est ok. En fait, ce qui s'est fait à la chaîne BFM
et tout ce qui s'est fait autour, c'était... oui, moi je pense que c'est une manipulation médiatique, c'est-à-dire on va totalement déplacer, on va tirer profit du fait de m'avoir pour déplacer le centre de gravité, non pas en parlant de l'affaire, mais en continuant à salir l'homme. Et de ce point de vue-là, la manipulation et la campagne médiatique qui a suivi a été efficace. Et ce que tu dis est totalement juste, c'est-à-dire que le but c'était... Ce que moi, je n'avais pas mesuré. Je veux dire, à un moment donné, je pensais que lui, il serait dans l'information. Lui, il a dû se justifier auprès de sa hiérarchie. Il prend 5 minutes pour le dire au départ même. Il dit, je ne vous donne pas une tribune, etc., etc. Et puis, le but, c'était de dire comment utiliser ce passage pour le couper davantage encore de sa base des musulmans. Et de ce point de vue, ça a partiellement fonctionné. Je pense que certains étaient à moitié convaincus et attendaient de l'être complètement, et puis d'autres ne l'étaient pas. Ils se sont dit, ben, ils ont compris ce qui se passait aussi, parce que c'était quand même assez évident dans la façon dont était menée non pas simplement l'interview, mais tout ce qui a suivi en matière de battage médiatique. Je veux dire, on m'a reproché d'avoir utilisé le 11 septembre pratiquement. C'est vrai, c'est vrai. Avec le 11 septembre de Ben Laden. Je veux dire, on est arrivé au sommet de considérations totalement insensées. Donc voilà, je pense que est-ce que ça s'est transformé en piège médiatique sans doute. Oui. Pour changer de sujet, Tariq, aujourd'hui on est vraiment dans un climat anxiogène. Voilà. Il y a beaucoup de tensions, je pense à l'affaire Mourad à Sergi. Tu as même pris la parole par rapport à ça. Le meurtre de Youssoufa à Saint-Étienne. Il y a vraiment une tension entre les Maghrébins, une tension naissante, hein, je tiens à le rappeler, entre la population maghrébine et les gens d'Afrique noire, on le dise. C'est quoi toi ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu ne penses pas que certains imams devraient mettre en alerte la jeunesse dans les routes-bas du vendredi? Tu ne penses pas qu'on devrait plus parler, que les prêtres fassent la même chose de leur côté? Non, mais je pense que c'est trop simpliste ce que je dis là. Non, je pense. Bon, déjà, reprenons simplement l'analyse un tout petit peu historique pour arriver à ce que tu dis maintenant. Bien sûr. Non, c'est pas récent. C'est pas récent. Il y a une chose que Will Smith a dit et qui était juste dans ce qui se passe aux États-Unis. Quand Floyd a été tué, asphyxié par le policier, il a dit non, la violence policière contre les Noirs n'a pas augmenté, aujourd'hui elle est filmée. Ça veut dire que c'est un long, et il a raison, c'est-à-dire qu'on se souvient de ce que disait Martin Luther King et avant lui Malcolm X, ça fait longtemps que ça dure. En France, quand je commençais à organiser, il y a plus de 20 ans, des voyages avec des jeunes Français de confession musulmane en Afrique subsaharienne, au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais il y avait un problème chez certains jeunes d'Afrique du Nord. Et qu'il y a un vrai problème qui était, de ce point de vue-là, la représentation de l'Afrique noire. Au point même que psychologiquement, certains avaient assumé l'idée que l'Afrique du Nord, c'est plus l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique noire. C'est pourquoi on appelle Afrique. Afrique, quand on parle en arabe, ça veut dire Afrique, ça veut dire c'est un noir. Ça, il vient d'Afrique noire. Et que de ce point de vue, il y a réellement un problème de représentation et qui dure depuis longtemps et dont on s'aperçoit. Moi, je l'ai vécu et je viens d'un pays, l'Égypte, où le nord est plutôt arabe et le sud est plutôt noir. Et qu'il y avait vraiment des tensions. Je veux dire, je l'ai vu dans ma propre famille. Moi, je suis intervenu auprès de ma tante quand j'étais jeune sur ce qu'elle disait sur les Égyptiens du sud, parce qu'elle considérait qu'ils étaient trop noirs. Donc, ce racisme-là, avant de dire c'est simplement des faits divers, il faut comprendre qu'il y a un vrai problème de représentation. Et qu'il y a eu, en plus, historiquement, alors dans mon dernier live, ma dernière intervention que j'ai fait sur les réseaux, la deuxième partie, elle est sur cela. Je dis, non mais attendez, mais historiquement, mais regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas de
théorie raciale structurée chez nos imams et nos savants. Mais il y a des considérations sur les relations sociales et jusqu'à la considération de l'esclavagisme qui sont des choses qu'il faut que nous reconnaissions, non pas pour les confirmer, mais pour les combattre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder en disant mais c'est pas possible jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes asiatique, quand vous êtes népalais, quand vous êtes philippin, quand vous êtes indien, quand vous êtes pakistanais, que vous travaillez dans certains pays du Golfe, vous êtes en état quasi d'esclavage, quand vous êtes travailleur domestique et tout ceci, et que ceci, ça n'est pas possible de l'accepter. Donc déjà, il ne faut pas réduire notre relation aux faits divers que les réseaux sociaux amplifient. Il faut partir aujourd'hui d'une vraie considération de deux choses l'une. Soit nous sommes pour les droits humains et nous sommes musulmanes et musulmans tous ensemble. Et qu'à partir de ces principes-là, nous développions une théorie claire sur l'égalité de toutes les couleurs, de toutes les langues et de tous les êtres humains, quel que soit leur statut social. Et que ça ne se discute pas. Et c'est là que doit intervenir la parole des intellectuels, la parole des imams, la parole des prêtres, la parole de tous. Parce qu'en même temps, nous on dit ceci, mais on le sait aussi que dans la tradition chrétienne, on a ce problème. Je veux dire, même dans les falachas d'Éthiopie qui étaient juifs et qui partaient en Israël, on leur refaisait leur conversion parce qu'on considérait quand même qu'ils n'étaient pas tout à fait... Je veux dire, il y a ce racisme-là, il traverse tout le monde. Donc nous, de notre point de vue, il faut que et moi, je le disais, mais ça fait 30 ans que je dis ça. Ça fait 30 ans que je dis, attendez, moi, ne me dites pas que dans la communauté musulmane, il n'y a pas des tentations antisémites. Oui, il y en a, avec des gens qui confondent notre résistance à l'oppression de l'État d'Israël avec le judaïsme. Le judaïsme, dans la tradition musulmane, c'est Ahl el-Kitab, ce sont les gens du livre. On ne les confond pas avec ceux qui sont les fétichistes du sionisme actuel. Donc il faut développer un discours qui soit clair. Donc ce discours, il est clair, il est basé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est quels sont nos principes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et là, il faut être extrêmement clair. Si toi, tu n'arrives pas à te regarder en face et à regarder ce qui naît en toi, qui peut être une tentation raciste à l'endroit des Noirs, ou à l'endroit des Blancs, ou à l'endroit des Arabes, ou à l'endroit des Chinois, eh bien si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu ne vis pas en cohérence avec tes principes. Donc déjà, regarde et rappelons les principes. Deuxième des choses, il faut connaître l'histoire. Et dans l'histoire, les hommes n'ont pas été à la hauteur de leurs principes. Il y a eu des Arabes esclavagistes, il y a eu des Arabes racistes, il y a même eu des réflexions qui venaient de programmes sectaires qui étaient anti-blancs. Je veux dire que quand Malcolm X part en pèlerinage, après qu'il ait quitté The Nation of Islam, on l'a mené en bateau, on lui a fait penser que le blanc était le diable. Donc on a développé une théorie raciale à l'envers, et on avait des suprémacistes noirs. The Nation of Islam, ça n'est pas la pensée musulmane, c'est une pensée de raciste. Et donc à un moment donné, il faut que nous développions une connaissance de l'histoire. Et la troisième des choses que nous devons faire, c'est que c'est ensemble que nous devons travailler. Toi, tu es noir, moi, je suis de couleur arabe. On a des blancs avec nous, on a des asiatiques. Maintenant, c'est ensemble qu'il faut s'engager en développant, à partir de nos principes et à partir de l'histoire, un vrai rapport à ces faits divers-là. Donc, de s'exciter, comme on le fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a eu ce qui s'est passé à Sergi, il y a eu ce qui s'est passé avec Youssoufa. Ok, d'accord, il faut réagir à ceci. Mais il ne faut pas qu'on réagisse émotivement aux faits divers, parce que le fait divers, quand il n'est approché que par l'émotion, il agrandit la division. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant noir d'un côté, arabe de l'autre, et puis non, il n'y a pas de négrophobie, non, nous ne sommes pas racistes, etc. Et donc on est dans une négation émotionnelle plutôt que dans une construction intellectuelle. Et comment t'expliques, excuse-moi de te couper la parole, et comment t'expliques que certains leaders ne prennent pas la parole ou se bandent les yeux sur ces faits de société? Moi, je pense qu'ils ont leur carte à jouer. Bien sûr, mais tu as parfaitement raison, il faut parler. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'avais décidé, on m'a interpellé, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça correspond à ce que tu dis depuis 30 ans, dis quelque chose. Et donc, j'ai dit quelque chose en disant, ça suffit, on ne peut pas l'admettre. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que certains partent du fait divers et construisent des tranchées. Je veux qu'on parte de l'histoire et qu'on construise un espace où on se retrouve. Et c'est pas pareil. Soit le fait divers
développe la division à l'étranger, soit l'espace commun nous engage ensemble et nous fait venir ensemble dans le travail. C'est-à-dire ce que toi tu dis maintenant, ce que nous sommes en train de faire là maintenant, dans ce petit moment d'émission, eh bien c'est une parole qui est importante. Les leaders, les imams et tout ceci qui se taisent sur cette question-là, ou qui en parlent même certains en souriant ou en minimisant et tout ceci. Non, moi ça fait des années que je sens ce problème-là. Et je veux dire, j'organisais même quand on partait sur le Mali ou quand on partait au Niger, j'avais même des gens qui disaient mes parents veulent pas que je vienne. Et quand il y en a qui venaient vers dire mais mon père il veut pas que ma fille ou que moi j'ai avec un noir ou un noir aille avec un... Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Eh bien, c'est la réalité de nos communautés aujourd'hui. Et il faut développer un vrai discours et il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent non pas pour confirmer les divisions, mais donner les solutions de la réconciliation. Et la solution de la réconciliation, c'est que, encore une fois, moi je le dis de façon simple, parce que c'est ce que nous enseigne l'islam, tu ne vaux pas par ta couleur, tu vaux par ton cœur, et ton cœur n'a pas de couleur. Ça, c'est un verset coranique qui dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a à la fois l'amour révérentiel, et c'est le cœur qui fait la différence. À partir d'un certain moment, il y en a malheureusement dans nos responsables qui ne parlent pas, ou alors il y en a qui ne parlent simplement qui réagissent aux faits divers. Ça va pas non plus. C'est-à-dire les imams des faits divers, ça va pas. Les intellectuels des controverses, ça va pas. Il faut un discours construit, il faut un discours sur le long terme. C'est ce que j'ai dit. Principe, histoire, action. Voilà ce que devraient être les trois axes de notre engagement. Et là, je rejoins totalement tes propos, professeur. Avant de te laisser, mais je suis obligé d'aborder ce point, la musique. Déjà, c'est quoi ton point de vue par rapport à la musique? Parce qu'il y a certains imams qui la considèrent comme étant licite, d'autres illicites. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Tu sais, moi, j'ai écrit un texte au moment où j'écrivais sur être musulman européen. C'était dans les années 90 au début, donc ça fait pratiquement... bon, moi, j'aborde cette question depuis pratiquement 35 ans. Et puis, j'ai écrit là-dessus. Et j'ai toujours... Mon principe, il est extrêmement clair, là aussi, parce qu'il faut que les gens comprennent, il y a des méthodes d'enseignement. La première méthode, on dit, voilà ce que disent les textes. On a ça comme texte. Voilà nos sources qu'elles disent sur la musique ou pas la musique. Ensuite, voilà ce que disent les savants à travers l'histoire. Une opinion, deux opinions, trois opinions. Quand il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Et puis sinon, historiquement, on regarde. Ce qu'on trouve, c'est qu'on a de multiples opinions sur la musique. Mais trois apparaissent comme essentielles. La première qui dit c'est totalement illicite. La deuxième dit les percussions et la voix, c'est licite. Et la troisième dit il n'y a aucun problème avec les instruments à la musique à partir du moment où il faut considérer l'intention et du musicien et de ceux qui l'écoutent. Parce qu'il y a dans l'intention de certains musiciens le fait d'élever l'âme et puis l'intention de celui qui écoute aussi d'être porté par ceci et que cette musique ne nous fasse pas oublier l'essentiel mais puisse nous y amener soit par la musique soit par les paroles. Et donc ma position par rapport à ça, ça a toujours été de dire regardez, les textes sont là, il y a plusieurs interprétations, il y en a en tout cas une dizaine parmi les savants, mais il y en a trois. On peut les classer en trois grandes catégories, ce que j'ai fait comme travail de systématisation dans un livre qui s'appelle Être musulman européen. Et puis, après, il faut se déterminer. Il y a certaines femmes, certains hommes qui décident que pour eux, la musique est illicite. Certes, ils n'écoutent pas de musique, mais ils ne peuvent pas dire que cette opinion est la seule islamique qui soit. Parce qu'il y a une deuxième opinion qui dit déjà rien que la voix et sans la musique. Alors il y en a, on a des chanteurs aujourd'hui qui n'utilisent plus de musique. Et puis, de ce point de vue-là, c'est aussi islamique. Puis il y a une troisième catégorie qui dit il n'y a absolument aucun problème d'utiliser, que ce soit le violon, le piano, encore une fois, l'intention, niya, et puis le maqsad, c'est-à-dire la finalité de la production artistique. Et bien, de ce point de vue, moi c'est ma position. Mais en même temps, je comprends qu'une femme ou un homme décide de prendre la première position, la deuxième. Et ce que j'aimerais qu'il soit dit, et c'est ce que j'ai pu répéter également dans une de mes dernières interventions, c'est de dire aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui connaissent leur religion, ne dites pas très vite c'est haram, ne dites pas très vite c'est illicite, comprenez que dans tous ces sujets-là, il y a plusieurs opinions et que vous ne les connaissez pas. Donc les limites de votre connaissance ne vous permettent pas d'être les pires des juges. Donc on ne peut pas, au nom de son manque de connaissance, devenir le juge des autres, parce que plus la connaissance